Bienvenue à tous à la conférence d'Alexandre Boutin, qui est coach agile, agile gamer, et qui va vous présenter une conférence sur jouer pour travailler. Voilà, Alexandre. Ok, merci Cyrielle. Donc effectivement, on va parler là-dessus. Donc un petit mot en plus sur moi. Donc moi je suis tombé dans l'agilité il y a 16 ans maintenant. Je suis indépendant depuis 12 ans à peu près. Voilà, et puis je bricole à droite à gauche, conférencier dans certaines confs et puis actif sur certains aspects au niveau du club Agile Rhône-Alpes puisque je suis basé à Grenoble. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est donc jouer pour travailler. Et effectivement, on oppose souvent jouer et travailler pour tout un tas de raisons. La première, assez classique, on pense que pour jouer, quand on joue, on prend du plaisir et que travailler, c'est souvent synonyme d'effort. Par exemple, il y a des habitudes, surtout entre les pays anglo-saxons et les pays français et la France. Quand votre enfant va à l'école, si vous avez des enfants, parfois vous lui dites travaille bien. Dans le sens, aller à l'école, c'est travailler, etc., etc. Ça va demander un effort. Et dans certains pays anglo-saxons, quand un parent voit son gamin qui part à l'école, il lui dit have fun. Donc c'est tout à fait différent. Alors qu'ils vont au même endroit, ils vont à l'école. Donc voilà, c'est une posture par rapport à ça, mais c'est vrai que jouer est souvent associé au plaisir et travailler à l'effort. De la même façon, travailler peut être associé assez facilement à l'argent. Et le côté jouer peut être désintéressé. Alors pas forcément, mais il y a un côté, on joue, on n'est pas forcément intéressé, on ne joue pas qu'à des jeux d'argent. Et puis, souvent travailler est associé à un résultat, alors que jouer est associé à du loisir. Donc, quelque part, on ne produit rien. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette session. On va essayer effectivement de voir comment on peut jouer pour travailler, c'est-à-dire utiliser des techniques ludiques pour produire des résultats intéressants. Alors, il y a deux personnes que j'aime bien citer quand je parle de jeu. Il y a Platon, qui a dit une phrase que vous connaissez peut-être. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Et donc ça, c'est quand même une réalité. Et puis Stuart Brown, que j'aime beaucoup, qui fait hop, 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 elle ne devrait pas être animée, celle-là, qui fait beaucoup de travaux, de recherche sur justement le jeu, etc., etc. Et il dit une chose que je trouve tout à fait vraie, le contraire du jeu, c'est pas le travail, mais la dépression. C'est-à-dire pour lui, si l'être humain, l'individu arrête de jouer, il va rentrer en dépression. Voilà. Sur la petite phrase de Platon, on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. C'est une des raisons pour lesquelles parfois les gens ne veulent pas le jouer en entreprise. Ils ont en fait très très peur de se découvrir en entreprise. D'accord ? Comme le jeu va beaucoup les révéler. Parfois, on a des réticences sur le jeu parce que dans un jeu, parfois on ne se maîtrise pas. Il y a notre vrai moi qui va apparaître. Et parfois, dans certaines entreprises et pour certaines personnes, on n'a pas envie. On a un petit peu un masque dans l'entreprise et on veut garder la maîtrise de tout ce qui se passe. Alors, pourquoi jouer ? Alors, pourquoi en 2 mots, donc dans le sens, qu'est-ce que l'on produit en jouant ? On produit bien évidemment du plaisir. Alors, on pourrait discuter, est-ce que ces mecs qui se roulent dans la boue prennent du plaisir ? Je pense que oui. Donc voilà, on peut jouer pour le plaisir, bien entendu. Les jeux sont très très utilisés pour apprendre dans les formations. Ça, c'était un de mes sujets il y a 8 ans. Je parlais de l'apprentissage par les jeux. Donc, on parle beaucoup de l'apprentissage cognitif. On apprend mieux en faisant. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect dans l'apprentissage. Pour ancrer les savoirs, c'est plus efficace si on associe le savoir à une émotion. Et le jeu est absolument magnifique pour créer des émotions, que ce soit du plaisir, de la frustration, tout un tas d'émotions. Mais donc, on va beaucoup utiliser le jeu dans les formations. Donc, ce n'est pas du tout le sujet de cette session, puisque nous, on va vraiment essayer de regarder, pourrait-on utiliser le jeu pour obtenir un résultat ? Voilà, ça c'est l'objectif de cette session. Alors, dans cette session, je vais essentiellement vous parler d'exemples. On ne va pas faire de théorie, on va faire des choses comme ça, mais on va essayer de donner des exemples. Avant d'aller dans l'entreprise, on va aller sur des exemples de ludification des comportements. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être certaines choses, mais il y a par exemple des conteneurs à bouteilles
Et quand vous arrivez près d'un conteneur à bouteilles, parfois vous avez cet état-là, donc plein de bouteilles devant. Alors parfois c'est parce que les conteneurs sont pleins et qu'on ne les a pas vidés. Est-ce que ça serait une bonne raison? On pourrait en discuter. Mais parfois les conteneurs sont vides. Les gens déjà, ils ont amené les bouteilles près des conteneurs, donc ils considèrent déjà j'ai fait un effort, donc je m'arrête là. Donc l'idée, pourrait-on inciter les gens au recyclage, donc à mettre ces bouteilles dans les containers, sous réserve qu'il y a de la place dans le container, et pourrait-on avoir un aspect ludique? Donc voilà, il y a un projet qui s'est monté pour faire une borne d'arcade qui réceptionne les bouteilles. Donc, au lieu d'avoir un trou pour mettre les bouteilles, il y en a un certain nombre, et quand on appuie sur un bouton, ça démarre, les petites lampes s'allument, et chaque fois que donc c'est une des 6 lampes qui s'allument, et si vous mettez la bouteille dans le bon trou pendant que la lampe est allumée, vous marquez 100 points. D'accord? Donc c'est juste, voilà, vous arrivez avec votre sac de bouteilles vide, vous appuyez sur le petit bouton et vous allez essayer de mettre vos bouteilles dans les trous au rythme que la machine vous impose. Et effectivement, ça marche très très bien. Ils se sont rendus compte que c'est dans les pays nordiques où ils ont mis ça en place, ils devaient vider ces containers-là à peu près 4 à 5 fois plus souvent que les autres containers qui étaient dans la ville, parce que les gens allaient même vider leurs bouteilles dans ces containers. Et il n'y avait plus une seule bouteille par terre. D'accord? Donc, on peut imaginer que la ludification, la gamification en anglais, peut apporter quelque chose en termes de changement de comportement. Deuxième chose que l'on voit souvent, effectivement, c'est une sortie de métro, un escalator, un escalier. L'escalier est vide, mais la queue est devant l'escalator. D'accord? Bon. Et pourtant, on pourrait se dire, prendre l'escalier, c'est plutôt sympa. On bouge de moins en moins, alors je ne parle pas du Covid, mais d'une façon générale, on bouge de moins en moins, faire un petit peu d'effort, monter un escalier à pied, pourrait être une façon intéressante, voilà, voilà, pas de développer son physique, on ne va pas aller jusque-là, mais voilà, d'entretenir sur des petits efforts comme ça. Donc ils ont réfléchi, et pareil, une équipe qui a réfléchi, comment pourrait-on faire? Eh ben, on va ludifier, et on va mettre par exemple des touches de piano sur l'escalier. Donc, ils ont posé des lattes au-dessus des marches. Et bien entendu, quand vous appuyez sur une latte, ça fait le son de la note du clavier. D'accord? Et donc, on se rend compte assez rapidement que les gens préfèrent faire un peu de musique. Alors, ce n'est pas forcément une musique très audible parce que les gens marchent sur les notes à différents endroits, etc. On a vu pourtant sur certaines vidéos qu'il y a des gens qui essayent de jouer quelque chose quand ils sont un peu tout seuls sur l'escalier. C'est rigolo. Et donc, on voit effectivement qu'assez régulièrement, même s'il y a encore des gens qui prennent l'escalator, et ça peut y avoir des très très bonnes raisons, la plupart des gens ont un petit côté sympa juste à faire du bruit en montant les marches. C'est quand même très intéressant, c'est ce que l'on peut avoir comme changement de comportement. Voilà. On reste sur la ludification des comportements, puisque une démarche qui est assez intéressante, c'est la ludification sur le fait de réduire la vitesse. Vous êtes sur une route, si vous allez trop vite, il y a un risque accru, donc l'idée c'est de mettre une limitation. La théorie voudrait que la limitation permette toujours de réduire le risque. On pourrait discuter ce sujet-là, mais ce n'est pas l'objet. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse? Eh bien, on met des limitations de vitesse et on met des caméras qui donnent des amendes si on dépasse la vitesse. Et ça marche. D'accord? Ou pas. Parce que les gens ralentissent devant la caméra et réaccélèrent après. Ne me dites pas ce que vous faites vous, on va pas discuter de ce sujet-là, mais ça peut arriver. Voilà. Pourrait-on imaginer un petit côté ludifiant qui inciterait à la même chose, à réduire la vitesse? Eh bien, au Canada, ils ont fait des choses intéressantes. Ils ont fait, c'est pas au Canada, pardon, c'est au Canada et dans une région du nord de l'Amérique. Ils ont mis une loterie. C'est-à-dire qu'ils mesurent la vitesse, bien entendu, ils ont mis une caméra, ils mesurent la vitesse de toutes les voitures. Et si vous êtes en dessous de la vitesse limite, votre plaque d'immatriculation rentre dans une base et tous les semaines, puis tous les mois, ils tirent au sort une plaque d'immatriculation et vous gagnez un cadeau. Donc en fait, si vous conduisez en dessous de la limite, vous avez une chance de gagner un cadeau. Si vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas verbalisé, mais vous perdez l'opportunité de gagner un cadeau. Et ils se sont aperçus que sur des routes où ils ont mis ça, donc voilà, cette loterie, eh ben, ils ont vu baisser la vitesse moyenne sur la route de 7 à 8 km/h sur l'ensemble des véhicules. Simplement en donnant l'opportunité de gagner un cadeau si vous respectiez la vitesse limite. Donc, c'est intéressant de voir comment nous, humains, nous comportons par rapport à la gamification.
puisque le docteur Stuart Brown, dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure, qui est donc en charge du National Institute of Play, il considère que l'homme au sens l'individu, est l'espèce la plus joueuse de la planète. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, dans notre éducation, quand on est petit, on nous laisse beaucoup jouer. J'ai revu un reportage encore sur un pays nordique où jusqu'à 7 ans, les enfants vont à l'école, mais pour jouer. Et ce qui est intéressant, c'est que voir que les résultats après sont pas inférieurs, voire même supérieurs peut-être en France, où on va obliger jusqu'à 7 ans les enfants vraiment tout de suite à travailler. Donc l'homme est l'espèce la plus joueuse de la planète. Et donc on joue, ça nous paraît logique à un certain moment. Pourquoi s'arrêterait-on? Il y a un âge, on décide, je ne sais pas, c'est quoi? C'est la majorité, c'est quand on a 20 ans, c'est un âge où on dit tiens, il ne faudrait plus jouer. Et en particulier dans l'entreprise, on dit il ne faudrait plus jouer tout d'un coup, alors que ça fait partie de notre ADN. Toujours dans les projets intéressants, ça ressemble un peu aux bouteilles en verre, mais celui-là je l'aime beaucoup. Il y a un parc, il y a des bouteilles, il y a des poubelles, pardon, et puis on s'aperçoit qu'il y a des détritus qui sont posés potentiellement partout dans le parc et souvent même à côté des poubelles. Donc voilà, j'imagine la personne est passée, elle a dû viser la poubelle, elle a dû jeter le truc. Ça, il a raté son coup, c'est arrivé à côté. Bon, ça ne l'a pas dérangé, il a continué en disant déjà j'ai fait un effort, j'ai visé la poubelle. Donc pourrait-on valoriser cet aspect propreté? Et donc ils ont créé une poubelle qui marquait dessus, c'est la poubelle la plus profonde du monde. Et donc en fait quand vous jetez quelque chose dans la poubelle, ça fait un petit bruit, ça fait ti, et le bruit s'atténue. Alors donc quand vous jetez quelque chose dans une poubelle, ça fait du bruit et donc ça vous intrigue. Donc ça vous intrigue, donc vous vous dites voilà, donc vous allez ramasser un détritus par terre et vous le jetez dans la poubelle parce que vous voulez savoir si ça marche une deuxième fois. Et puis quand vous êtes des parents, vous demandez aux enfants de ramasser des trucs ou d'aller jeter leurs trucs dans la poubelle parce que ça c'est rigolo, ça va faire un petit bruit comme si ça n'avait pas de fond, ça n'arrêtait pas de tomber, etc. Et un peu comme la benne à bouteille, cette poubelle dans le parc doit être vidée 5 à 6 fois plus souvent que les autres poubelles du parc. Parce que bien sûr, elle n'est pas la plus profonde du monde, comme vous avez imaginé. C'est simplement quelque chose qui a été mis au-dessus d'une poubelle. Et donc, il faut bien vider la poubelle. Donc, voilà tous ces côtés ludification. Alors, ça a aussi ses limites. Il y a des choses comme ça qui ont été mis en place. Vous avez peut-être vu, en particulier pour les cigarettes, pour éviter de jeter les mégots par terre, écrasés par terre. Il y a des boîtes comme ça qui existent. J'en ai déjà vu en France aussi où voilà, on peut voter grâce à son mégot de cigarette. Ou voilà, des jeux un petit peu ludiques. Voilà. On va essayer de viser le panier pour aller dans la poubelle. Et puis tant qu'on n'aura pas réussi le panier, on va peut-être ramasser notre objet, notre détritus pour essayer de le relancer. On va jouer à la marelle, etc. On s'est rendu compte, en particulier, il y a une étude sur celle de droite, donc le vote par mégot, les gens s'en lassent très vite. D'accord? Au début, ils le font, mais si vous laissez le truc au même endroit, etc., alors, surtout avec la même question, assez rapidement, quelques semaines après, voilà, on est de l'ordre de quelques mois, les gens n'y font plus attention. Donc ça les a amusés pendant un court moment. Et en fait, ça les amuse plus suffisamment, puisqu'ils l'ont déjà fait, pour qu'ils fassent l'effort d'aller mettre leur mégot là-dedans. Donc voilà, donc la ludification, elle a aussi ses limites sur certains aspects, puisqu'on voit que surtout pour les changements des comportements, il va falloir renouveler assez souvent le côté ludique. Bon, dans l'entreprise, vous allez voir, ça peut être un peu pareil, mais ça sera un peu plus facile quand même. D'autres petites idées de ludification, ça c'est un arrêt de tram. Dans l'arrêt de tram, parfois, il y a des gens qui sont de part et d'autre du tram. Et est-ce que vous avez déjà échangé avec la personne qui attendait le tram de l'autre côté? A priori, peu. Enfin, ça se voit assez peu. Alors que pourtant, la personne est à quelques mètres. Vous pourriez peut-être échanger. Donc, pourrait-on provoquer un petit peu la convivialité? Et donc, en fait, ils ont mis un Pong. Voilà, donc il y a un Pong, c'est-à-dire que vous avez, si vous êtes sur le bord de la rame, vous avez, je ne sais pas comment on appelle ça, la raquette, quoi, si vous voulez. Et puis il y a une balle qui est au milieu, qui va se balader. Et puis en vous déplaçant de droite et de gauche sur le bord du métro, vous déplacez votre raquette. Et donc, si la balle arrive au moment où la raquette est au bon endroit, ça renvoie la balle à l'adversaire. Et vous pouvez gagner, bien sûr, ou perdre la partie, etc., etc.
Et donc, ça va provoquer. Alors, est-ce que ça provoque vraiment la convivialité? On pourra discuter. Mais en tout cas, ça fait un moment d'échange. Voilà. Généralement, les personnes se parlent au-delà de la ligne de tram. Ça peut aussi, les gens qui attendent du même côté ont l'occasion de discuter, voilà, etc. Est-ce que c'est utile? On pourra en discuter. Mais dans un monde où on est un peu chacun chez soi, moi, je trouve que des petits outils comme ça qui permettent de provoquer la convivialité peuvent être intéressants, toujours pareil, pour un peu le changement des comportements. Et puis, une dernière chose que je voudrais vous partager, celle-là, elle me plaît beaucoup. Donc, un magasin a mis une porte qui n'a pas de poignée, bien sûr, donc une porte automatique. Et là, la personne qui veut rentrer dans le magasin, bah, elle lève les yeux au ciel, ça vous est peut-être déjà arrivé, parce que manifestement, le détecteur ne l'a pas vu. Voilà, parfois ça arrive, vous savez, on fait un pas de recul, voilà, on essaie de voir le détecteur. En fait, cette porte, elle est particulière parce que sur la gauche de la porte, enfin sur la droite de la porte, pardon, il y a une petite caméra, il y a un petit écran. Et là, en fait, ça vous donne l'image de votre visage. Et donc, si vous voyez la première image, on ne peut pas dire que cette personne est souriante. Et donc, sur l'écran, il y a un petit bonhomme qui fait la tête. Si ce monsieur se met à sourire, sur l'écran, le petit bonhomme passe à sourire et la porte s'ouvre. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de sourire à la caméra pour que la porte puisse s'ouvrir. Bien entendu, la porte s'ouvre avec le petit truc. Voilà. Et à l'intérieur, la personne, c'est assez surprenant, mais elle garde son sourire. Et tous les gens qui rentrent en faisant ça, eh ben, à l'intérieur du magasin, ils gardent le sourire. D'accord, ils étaient peut-être rentrés avec des soucis, des machins, etc. Et puis hop, voilà, ça va leur faire passer un petit moment et dans le magasin, ils gardent le sourire. Là, c'est typiquement ce que l'on fait dans toutes les réunions au niveau professionnel quand on parle de l'inclusion. Quand on fait une inclusion un petit peu ludique, on va s'en servir effectivement c'est comme un sas, pour que les gens laissent de côté ce qu'ils avaient dans la tête avant la réunion et rentrent dans votre réunion. D'accord? Donc c'est vraiment l'inclusion. Et en plus, si elle est un peu humoristique, ils vont même rentrer dans votre réunion avec un petit sourire. Voilà, si vous avez déjà animé des réunions avec des gens qui ne sont pas souriants, quoique maintenant avec les masques, on voit plus si les gens sont souriants ou pas. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais voilà, n'hésitez pas à se dire, voilà, y a-t-il une petite inclusion très courte, hein, parce que là, il suffit de sourire, hein, donc ça ne dure pas longtemps. On peut trouver des inclusions très courtes qui permettent voilà, de laisser de côté ce qu'on avait avant et vraiment de rentrer dans la réunion. Et avec le sourire, c'est encore mieux. La réunion n'en sera que plus agréable. Donc, on voit vraiment les bénéfices. Et pour moi, là, c'est vraiment de la gamification pour faire un travail. Quand je le parle au niveau du travail, au niveau professionnel. Là, le magasin, c'est un petit côté pub qui est assez intéressant. Et du coup, dans la même idée, il y a des gens qui ont inventé des gants pour les cyclistes. Donc sur les gants, il y a des sourires parce que pour un cycliste, il ne peut pas toujours. S'il sourit, on ne voit pas qu'il sourit parce qu'il a peut-être son casque et son machin ou il est en hiver. Donc ils ont des gants et ils peuvent montrer s'ils veulent remercier un automobiliste ou un truc comme ça ou un passant ou quelque chose. Et ben ils peuvent montrer avec leurs mains, ils montrent un sourire. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si ça se vend honnêtement. J'ai vu ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. Toujours c'est cette idée de la force du sourire. Et puis, non, ce n'était pas la dernière chose, je me suis trompé, un petit quelque chose. Vous avez peut-être des listes de tâches, des choses comme ça à faire et des machins et des trucs. Est-ce que vous êtes assidu quand vous avez surtout des choses répétitives? Alors, j'avoue, je n'ai jamais testé, mais je trouve ça intéressant, le concept pour les gamers comme moi, par exemple. Eh ben, vous pouvez tout à fait avoir un outil qui vous permet de lisser toutes vos tâches quotidiennes, des choses comme ça. Et si vous les faites, vous gagnez des points. Et comme vous gagnez des points, votre personnage, il évolue. Et comme il évolue, il a droit à des fonctionnalités supplémentaires, des armes, des habits, des machins, des trucs. Donc on est exactement comme dans certains jeux où plus votre personnage progresse et plus ça vous donne accès voilà, à des choses comme ça. J'avoue, je ne sais pas si ça fonctionne, mais je trouve l'idée très très intéressante pour essayer de… Voilà, il faut toujours faire les trucs peut-être répétitifs, et certains sont sûrement un peu pas très sympa, ça peut arriver aussi, hein, dans le boulot, on n'a pas que des choses géniales. Voilà, pourquoi pas ludifier pour ceux qui sont attirés par le jeu, ludifier cet aspect. Alors les non-gamers ne vont pas se retrouver là-dedans, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. Alors voilà quelques exemples de ludification, donc des comportements. Voilà, qu'on peut avoir. Et maintenant, on va essayer de voir quelques exemples de ludification du travail. Donc, c'est des choses que moi je fais et qui ont donné des très bons résultats. Alors, pour moi,
premier espace de ludification, c'est la réunion. D'accord? Ça, c'est une photo. C'est pas une photo à moi, hein, je l'ai trouvée sur le net, celle-là. Voilà, les gens sont dans leur réunion. Un truc assez classique, ils sont tous devant leur PC. J'ai l'impression que les 2-3 du fond, ils parlent. Je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas 2 ou 3 discussions en parallèle. Et ceux de devant, manifestement, ils sont là parce que c'est la réunion, mais ils font autre chose. Bon, bien sûr, pas dans vos entreprises, hein, parce que vous n'êtes pas comme ça chez vous, ça ne se passe pas comme ça. C'est les gens, quand ils vont en réunion, ils sont là pour bosser et tout. Mais voilà, pourrait-on sortir les gens en fait peut-être de ce mode-là dans la réunion? Alors on peut tout à fait animer ça avec des post-it. Moi je trouve que mettre des post-it sur un mur, c'est la première étape de ludification. Donc ici, c'était une réunion, c'était 5 responsables RH de 5 filiales d'un même groupe, et on travaillait sur les profils de poste, voilà, et on essayait d'aligner tout ça pour derrière, il y a le développement d'une nouvelle GPEC. Gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Je crois que c'est ça, GPEC. Donc, voilà. Donc, elles étaient arrivées, je dis elles parce que c'était 5 femmes, elles étaient arrivées avec chacune leur fichier Excel, etc., avec leur liste de postes, etc. Manipuler des fichiers Excel, projeter des fichiers Excel, etc., c'est absolument impossible. Par contre, écrire des post-it, avoir des codes couleurs, commencer à regrouper, essayer de voir les profils de postes qui étaient pareils, qui étaient similaires dans les 5 filiales ou pas, tout ça, on l'a fait sur le mur, etc. Et ça a été très dynamique, puisque bien sûr, personne n'était derrière son PC. Tout le monde était sur le mur, et ça a bien marché. Bon, on était 5 plus moi, donc c'est une taille qui permet une animation comme ça. On peut avoir des structures différentes, ça c'est la technique qu'on appelle la fleur de lotus. Donc là, c'est une réflexion, il fallait qu'on réfléchisse à la façon de former 1600 chefs de projet répartis sur la Terre entière. Et donc, on essayé d'identifier un certain nombre de choses, on voulait gratter des pistes. Et puis après, on voulait construire un petit peu un backlog pour savoir ce qu'on allait faire. Et donc, la fleur de lotus, donc vous mettez au milieu, la feuille du milieu, c'est au milieu l'objectif, donc c'est Learning Ways, si vous arrivez à lire, mais c'est pas grave. Et puis après, vous identifiez un certain nombre de façons de faire ces Learning Ways, donc il y a game, podcast, mentoring, etc., etc. Et après, pour chacun des petits post-it, si vous allez dans la grande feuille qui est à l'extérieur, enfin une des 8 feuilles à l'extérieur. Vous voyez au milieu le même petit post-it et de nouveau un travail de développement de la fleur de lotus, et on peut continuer comme ça, en fonction des sujets qui nous intéressent. Donc c'est pareil, ça crée de la dynamique parce qu'après là on a fait des sous-groupes, on était un peu plus nombreux et donc on a pu faire des sous-groupes par sujet, etc. Mais travail à base de post-it qui marche très très bien. Et puis bien sûr, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent les post-it pour gérer un projet. Là, c'est simplement un projet qui était géré, un projet de définition de nouvelles méthodes agiles pour un client. Donc la méthode s'appelait MIAM, My Agile Methodology. On avait fait un logo qui était un cookie qui était croqué, etc. On s'était amusé. Et bien sûr, on a piloté le projet plutôt en mode Scrum et on avait un espèce de Scrum board, donc il est plutôt sur la droite, pour gérer nos sprints, etc. et la réalisation, la définition de cette nouvelle méthode. Voilà, donc les post-it, alors on peut discuter, est-ce que c'est de la ludification? Oui, non. Moi, je considère qu'à partir du moment où on fait interagir les gens, on les fait interagir sur un espace commun, là, qui est un mur de post-it, on commence à trouver des mécanismes du jeu. Dans les jeux de plateau, vous avez un plateau qui définit un espace de jeu, vous avez des gens qui interagissent autour de cet espace en déplaçant un certain nombre soit de figurines, soit en tirant des cartes ou des choses comme ça. Mais c'est pour moi les mêmes mécanismes d'interaction, d'avoir les gens dans l'activité, dans le jeu, plutôt que d'avoir les gens derrière leur PC à faire autre chose. Faut savoir, une fois quand j'ai fait une animation comme ça, quelqu'un qui travaillait sur son PC pendant la réunion, quand j'ai mis tout le monde sur le mur, il est quand même venu avec son PC près du mur, quoi. Parce qu'il voulait continuer à travailler, quoi. Je veux dire, il y a quand même des mécanismes. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait dans sa main libre? Je lui ai mis des post-it et un crayon, et donc il ne pouvait plus travailler sur son PC, il a posé son PC. Voilà. Donc ça, c'est des idées toutes simples. Vous le faites peut-être, vous le faites peut-être pas, mais c'est assez classique. Et franchement, ça va vous changer les réunions. On peut avoir des animations de séminaires. Donc dans les séminaires, on peut avoir plein de gens qui sont là. On pourrait imaginer de faire des boards de post-it. C'est pas toujours pratique. Alors, bien sûr, on peut faire des jeux pendant les séminaires, hein. Les gens ils sont là en présentiel, on va faire un certain nombre de choses. Et puis quand on avait fait, c'était à Laval, on avait fait Agile Game France et on avait fait un killer pendant la conférence, voilà, avec les gens qui participaient à la conférence. Il n'y a pas de raison, hein. Ça ne nous empêchait pas de faire les trucs et de faire un killer en même temps. Et là, moi, je me suis rendu compte que l'apport numérique est intéressant.
D'accord? Moi qui suis très, qui suis très physique, très tactile, je pense qu'il vaut mieux avoir tel mot. Voilà. Et donc là c'est vrai que c'est pas on peut tout à fait avoir des choses sympas aussi en termes d'animation. Alors pourquoi on avait mis ce type de jeu? Parce que le but n'est pas seulement de. Bon, c'était un moment de pause. On a mis ce jeu aussi pour que les gens parcourent l'agora. D'accord? C'est tout bête. Mais les gens, ils arrivent sur un board, il y a beaucoup de choses, etc. Et donc, nous, on voulait qu'ils se baladent un petit peu à droite, à gauche. Et donc, on a mis un jeu et ça a permis à un certain nombre de personnes de parcourir l'agora. Toujours pareil, on avait 90 personnes connectées. Les 90 personnes, je ne peux pas dire que les 90 ont participé au jeu. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de mouvements sur le chat, ce qui était assez intéressant. Donc voilà, toujours pareil, l'objectif du jeu, faire un travail, ici parcourir un agora, etc. ou des choses comme ça. Pour jouer au killer, il n'y avait pas d'objectif, hein, c'était juste pour nous amuser. Hein. Un autre atelier que j'ai utilisé, on me demande un jour de faire une intervention auprès de directeurs de différents sites de production en France, d'un grand groupe, et ils sont censés faire un séminaire de 3 jours sur lequel ils vont faire de la planification à 3 ans et à 5 ans. Voilà, donc ils l'ont déjà fait, ils se réunissent pendant 2 ou 3 jours et ils essayent de planifier la totalité des projets pour tous leurs sites de production. C'est des usines de production, hein, pour tous leurs sites de production, etc. Et de voir, voilà, de travailler ensemble, etc. L'idée, c'était la personne qui missionne me dit comment on peut leur dire que ça ne sert à rien de passer 2 jours à planifier des choses à 3 et 5 ans alors que ça va forcément changer. Il va forcément se passer du changement. Donc pourquoi passer autant de temps à être aussi précis sur un truc qui bouge? Alors, on peut essayer de leur expliquer, mais même si on leur dit parfois ça ne marche pas très bien, c'est pas parce que vous dites quelque chose d'intelligent à quelqu'un ou que vous pensez être intelligent à quelqu'un que ça marche. Donc on les a fait jouer. Donc j'ai sorti le Big Payoff, qui est un jeu qui permet de simuler une planification à 3 ans sur la base de projets. Et puis il y a même un petit aspect autour d'agilité et des projets traditionnels. Voilà. Et donc, simplement, il faut placer des barrettes, si je puis dire, enfin des grosses cartes qui représentent le gain qu'on peut avoir sur un projet quand le projet est fini, etc. Et on essaie de maximiser, bien sûr, le revenu pour l'entreprise. Et comme il se passe des choses, eh ben, ça bouge. Chaque trimestre après trimestre, il peut se passer des choses, des projets se terminent, il y a des urgences données par le patron, il y a des choses qui se passent. Et quand on regarde à la fin des 12 trimestres, eh ben, le tableau final ne ressemble pas du tout au tableau initial. Donc l'idée, voilà, donc on fait jouer les gens. Là, j'ai pas pu faire la vraie photo, hein, donc je vous ai montré le Big Payoff dans le cadre du Scrum Day qui se faisait chez Mickey à une certaine époque, la grosse conférence à Paris. Voilà, et donc voilà, et à la fin de l'atelier Big Payoff, bien sûr, on débriefe, on discute, vous en avez pensé quoi, etc. Et là, il y a un directeur qui dit, après avoir joué à ça, on ne peut quand même pas décider de se retrouver dans le séminaire qu'on avait prévu là dans 15 jours pour faire ce qu'on avait prévu, quoi. Paf, c'était parfait. La discussion était ouverte. Ils ont commencé à discuter différemment et voir comment ils pouvaient peut-être planifier de façon plus itérative plutôt que d'essayer de planifier one shot ou des choses comme ça. Donc là, le jeu avait un objectif clair. C'était de susciter une prise de conscience sur certains aspects et de les inviter à changer leur mode de fonctionnement. Et donc, le jeu a très bien fonctionné de ce côté-là. D'autres choses qu'on utilise, ici, c'est un tableau d'une équipe que j'accompagne, une grosse équipe, alors qui ne fait pas du logiciel, hein, qui fait du matériel. C'est des équipements électromécaniques. Mais c'est une grosse équipe, donc vous avez 4 tableaux, parce qu'en gros, il y a 4 sous-parties, il y a 4 sous-équipes, on va dire ça comme ça. On n'a pas besoin j'utilise pas Safe et machin, etc. Je veux dire, un tableau visuel et d'autres choses, ça va largement pour synchroniser plusieurs équipes. Et donc, voilà, ces équipes avancent, etc. Il y a des choses, il y a des post-it sur les murs. Bien sûr, tout ça s'est passé en digital, ça c'est une photo avant Covid. Et au milieu, je vais vous zoomer, au milieu, il y a quelque chose qui est une compétition qui est organisée par l'équipe. L'équipe a un souci, l'équipe, en fait, on s'aperçoit qu'à la fin des sprints, beaucoup de post-it ne sont pas terminés. Alors, les post-it dans l'électromécanique, ce n'est pas des post-it comme dans le logiciel. Voilà.
On va dire que c'est différent. Et donc, voilà. Donc, on a fait un travail avec l'équipe de différentes façons. On a fait un travail sur la rédaction des post-it, parce que parfois, le post-it, il était trop gros, c'est pour ça qu'il ne se finissait pas. On a fait un travail un petit peu plus psychologique sur le plaisir à terminer des choses, la perception que l'on a de nous-mêmes quand on termine, la perception que les autres ont de nous, etc. Et puis, on a essayé aussi de mettre un jeu en place, et le jeu était tout simple. C'est si on arrivait à la fin du sprint à 60% des actions donnent, ils avaient droit à 30 mini-biscuits, 70% 60 chouquettes, 80% 30 macarons, 90% café et viennoiserie, et 100% ils allaient au resto. Bon, soyons honnêtes, ça va être un flop. Ça n'a pas marché, mais c'est pas. Il y a des fois, on a le droit aussi d'essayer des trucs qui marchent pas. Hein, voilà, c'est la vie. Je sais pas, je vous parle avant de trucs qui ont marché. Là, je vais vous parler d'un truc qui n'a pas marché parce que des fois, ça marche pas. Voilà, ça n'a pas du tout attiré l'équipe pour même le resto, ça n'a pas suffi. Je ne sais pas si c'est les gains qui n'étaient pas suffisants ou si simplement l'équipe c'était pas dans son trip. Voilà, mais on peut imaginer des choses comme ça au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise. Il n'y a absolument aucun problème pour faire ce genre de choses. En espérant que ça marche, bien sûr. En espérant que ça marche. Voilà, des choses d'équipe. Le fonctionnement multi-équipe. Quand vous avez une équipe qui grossit, quand vous avez plusieurs équipes à faire travailler, vous allez tout de suite sur un framework. Pof, allez. On va faire du less, machin, on va faire du scaling Scrum, du scaling Scrum, on va faire du safe, on va faire du machin, etc. Soit, pourquoi pas, après tout, il y a plein de façons de réussir, il n'y en a pas qu'une. Et moi, j'étais dans le cas d'une équipe qui grossissait. Elle a jusqu'à 11 équipiers, on n'avait qu'une seule équipe Scrum. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les règles, 5 plus ou moins 2, etc. Voilà. L'équipe ne voulait pas se séparer à 11 équipiers, c'était compliqué, mais elle voulait rester ensemble, une seule équipe. Donc avec un seul Scrum, hein, un seul backlog, un seul PO, etc. Et puis la direction voulant accélérer hein, le projet dit à l'équipe, d'ici quelques semaines, vous serez 4 de plus. Donc là, l'équipe me dit, là, à 11 déjà, on voit bien que ça ne rentre pas, quoi. Enfin, que c'est super compliqué. À 15, on va exploser, quoi. Toutes les cérémonies Scrum, voilà, ça va être des durées pas possibles, on va avoir des sous-groupes, enfin, ça va merder, quoi. Ils me disent, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Donc, en bon coach, hein, plutôt que de leur dire quoi faire, je leur dis, on va jouer. Et là, j'ai sorti un jeu qu'on utilise assez souvent dans la formation, qui s'appelle Lego for Scrum. Et donc, dans Lego for Scrum, vous avez plusieurs équipes qui contribuent à un seul et même produit, qui est la ville qui se construit en Lego. Et donc, vous pouvez, j'ai dit à l'équipe, on se réserve une après-midi, on va jouer à Lego for Scrum, mais pas jouer pour apprendre une technique, on va jouer pour vous expérimentiez différentes choses. Donc, on va faire 2 équipes. Et vous me posez la question, mais on fait une seule rétrospective ou on en fait 2 ? Eh bien, je dis, on va essayer. On va essayer d'en faire une globale, et puis on va à 15, et puis on va essayer d'en faire 2. Et on va voir ce que ça donne. On fait une seule démo, on en fait 2. Eh bien, on va essayer. Il y a des fois, on va faire une seule démo, des fois, on va faire une commune. Enfin, des démos séparées, des fois, on va faire une commune. Pareil pour le sprint planning meeting. Ouais, mais comment on fait l'estimation en points ? Cette équipe faisait des estimations en points avec des calculs de vélocité. Comment on fait l'estimation en points s'il y a 2 équipes, etc., etc. Eh bien, on va essayer. Et donc, en fait, j'ai tuné Lego for Scrum pour leur donner la possibilité d'expérimenter sur 2h30, 3h à peu près un certain nombre de choses. Et derrière, on a collectivement débriefé. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous essayez ? Vous allez avoir 2 équipes. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? Qu'est-ce que vous voulez essayer ? Donc là, on était pareil. On a joué. On n'a pas joué pour jouer. On n'a pas joué pour apprendre. On a joué pour expérimenter. En 3 heures de jeu, ils ont fait autant d'expérimentation que s'ils avaient fait, je ne sais pas, 5 ou 6 sprints en vrai, quoi. Donc, c'était très, 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 très intéressant pour peut-être prendre la meilleure décision à ce moment-là. Voilà à quoi sert le jeu. Donc, autre chose que le jeu peut utiliser, on a tout un tas de choses autour de l'individu hein, dans l'agilité. Vous savez, individu-interaction. Et individu-interaction, donc il faut mieux se connaître. Donc pour mieux se connaître, on peut essayer de discuter, on peut sortir au resto, on peut sortir à différents endroits. C'est clair qu'on peut faire des choses comme ça. Et puis il y a tout un tas de jeux. Ça s'appelle le jeu des valeurs. Tout un tas de jeux où les gens vont sélectionner des choses. Les gens, là ils ont la photo de droite, c'est les gens qui ont sélectionné les valeurs qui leur sont propres, et la photo de gauche, ils ont mis au milieu, parmi toutes ces valeurs, celles qu'ils pensaient être les valeurs d'équipe. Voilà, donc ça invite les gens à se connaître, etc., etc.
Toujours autour de se connaître, dans Scrum, on a une problématique autour de l'engagement, hein. L'équipe prend un engagement collectif au début du sprint. Et en fait, si vous regardez dans l'analyse transactionnelle, il y a plein de façons différentes de prendre l'engagement. Il y a des gens qui aiment bien le challenge, il y a des gens qui aiment bien la sécurité, il y a des gens qui, une fois qu'ils ont atteint l'engagement, ils essaient de faire plus. Il y a des gens que quand ils n'ont pas atteint l'engagement, quand ils ont atteint l'engagement, ils s'arrêtent, etc., etc. Il y en a s'ils ne tiennent pas l'engagement, c'est pas grave. Il y en a s'ils tiennent l'engagement, c'est grave. Ah ouais, par l'inverse, s'ils ne tiennent pas l'engagement, enfin bon, bref, s'ils ne tiennent pas l'engagement, c'est pas grave, ou c'est grave, etc., etc. Donc il y a un petit jeu qui s'appelle le jeu des cubes. On va demander aux gens d'empiler des cubes, bien sûr de prendre un engagement, et puis on fait des jeux d'engagement individuel, puis d'engagement collectif, et on invite les gens à débriefer sur la façon dont chaque membre de l'équipe s'est engagé individuellement et puis s'est engagé collectivement, et à apprendre aux gens qu'il n'y a pas qu'une seule façon de s'engager, mais il faut trouver une façon pour que l'équipe s'engage. Et puis juste pour la petite histoire, un jour j'arrive chez un client, on s'installe dans la salle et le client me dit on joue, enfin l'équipe me dit on joue, et là je percute que je devais venir avec mes petits cubes et que je les ai laissés à Grenoble. Je suis juste à Paris, hein, donc je ne vais pas trouver des petits cubes. Donc j'ai complètement zappé, hein. Moi, j'ai pas été terrible dans mon job, ça peut arriver, j'ai zappé, je suis venu sur les cubes. Et ben donc on est allé chercher des gobelets à la machine à café et on a empilé des gobelets au lieu d'empiler des cubes, et ça a marché tout aussi bien. Donc c'est là qu'il faut être un peu créatif parfois quand on est coach et qu'on est animateur, parce qu'il y a des fois, ben là c'est moi qui avais merdé, hein, mais ça a marché tout aussi bien avec les gobelets que les petits cubes. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'investir dans des cubes si vous voulez essayer ce jeu des cubes. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est cette chose-là. Alors ça, c'est un diagramme UML d'un architecte électrique en charge d'un avion. Donc, oubliez complètement le développement logiciel. Cette personne est un expert de tout ce qui est électrique au niveau d'un avion. Et il a créé un diagramme UML pour représenter son système dans l'avion, tous les éléments de son système, les dépendances entre les éléments du système, etc. Donc voilà, là vous ne pouvez pas voir, mais ça c'est le schéma global. Ce schéma est accompagné d'un document d'explicatif qui fait 104 pages. D'accord, un document Word, texte qui fait 104 pages. La personne m'appelle et me dit voilà, j'ai un souci parce que ça fait 10 ans que je suis dans ce métier, donc ça fait 10 ans que je travaille sur ce schéma, que parfois j'affine, parfois je rajoute des choses en fonction de ce qui se passe, etc., etc. J'ai des tas de collègues qui sont en France, qui sont en particulier en Allemagne, etc., etc. Et en fait, personne ne me fait des retours sur ce schéma. En gros, ça intéresse personne. C'est le cœur de son métier, hein. C'est le cœur de son métier. Et il dit, ça intéresse personne. Et là, il m'appelle un jour et il me dit, il n'y aurait pas une façon de jouer pour qu'ils aient envie, pour susciter de l'intérêt de ces personnes vis-à-vis de mon schéma. Alors moi, sur des missions comme ça, moi j'adore, je dis oui tout de suite. Je vais à Toulouse, parce que c'est chez Airbus, hein, puisque c'est les avions. Je vais à Toulouse pendant, on avait prévu 2 jours. Je lui fais une proposition, je dis, la première journée, on définit le jeu. La deuxième matinée, on prépare le jeu, et la deuxième demi-journée, on joue avec un groupe témoin. Donc on se donne un sacré challenge. Comme je vais à Toulouse, j'embarque Claude Aubry, parce que je dis je ne veux pas être tout seul dans ce truc-là. Et puis en plus, moi, je ne sais pas lire UML, et Claude Aubry, il sait lire UML. Donc je dis au moins, il y a un truc que tu sais faire que je ne sais pas faire. Et puis travailler à deux, c'est plus sympa. Donc on débarque à deux chez Airbus le matin, et donc on a ça dans la tête, hein. D'accord, il faut faire. Et on finit par inventer un jeu à base de ficelle, de la vraie ficelle, hein. D'accord. Donc, si vous connaissez un petit peu, c'est un icebreaker avec de la ficelle pour montrer les relations entre les équipes. Parfois, on demande aux gens de se mettre en cercle. Il y en a un qui prend une pelote de laine. Enfin, c'est de la ficelle, pardon, c'est de la laine. Une pelote de laine. Il garde le bout et puis il dit, moi, j'ai un chien. Si quelqu'un d'autre dit, j'ai un chien, il lui envoie la pelote de laine. Puis après, l'autre, il dit, moi, j'ai un garçon. Si quelqu'un d'autre dans le groupe a un garçon, il lui envoie la pelote de laine. Mais il garde la laine, hein. Et donc, on voit comme ça tire des liens. Et on peut montrer que, vous voyez, dans un groupe, il y a plein d'interactions, il y a plein de sujets communs. C'est peut-être que vous n'en parlez pas, mais vous avez plein de sujets communs. C'est une petite inclusion qui est assez sympa, qui va assez vite, voilà, pour montrer que les gens. Et donc, on va utiliser cette même technique. Donc, on a identifié 14 sous-éléments principaux dans son modèle. Et on va inviter, on va mettre des chaises, et chaque chaise représente un élément. Donc, il y a des feuilles sur les chaises, c'est le nom de l'élément, les particularités. On sait qu'on avait 14 participants la deuxième après-midi.
Donc, on les invite à représenter un élément du système. D'accord. Mon architecte électrique est au milieu, est assis au milieu, pardon, c'est la troisième photo. Et il donne et il explique un problème. Il explique, on avait sur le tableau derrière, enfin je ne vais pas tout vous expliquer, mais on avait des sujets qu'on allait parler. Donc il dit par exemple, nous sommes appelés parce qu'un avion est au Brésil et il y a un chien dans la soute, le chien s'est échappé, le chien a arraché des filets qui protègent des câbles électriques et le chien a mordu les câbles électriques. Bon, le chien est mort, hein, d'accord, électrocuté, etc. Voilà, ça c'est clair. Et la personne, le pilote, enfin les gens de l'avion, disent l'avion marche correctement, enfin, il n'y en a pas d'erreur, est-ce qu'on peut rentrer en France? Et on lui pose la question. Et lui, il doit dire oui, vous pouvez rentrer en France, ou non, il ne faut pas rentrer en France. Alors que l'avion ne détecte pas d'anomalie. Et donc, avec un sujet comme ça, ils ont commencé à dire ça impacte quel élément du système. Donc, un des 14 éléments. Et puis, on a dit avec quel élément cet élément est relié. C'est relié à ça. Et là, on a jeté la pelote de laine. Alors, donc, on enroulait les pelotes de laine sur le bord des chaises, etc. Et puis voilà, et petit à petit, comme ça, on balayait les différents éléments et les interconnexions entre les éléments. Donc là, vous le voyez au milieu, on avait posé quatre questions et vous le voyez à la fin des 4 questions, il y a pas mal de ficelles. Et cette personne, à la fin de la session, dit à tous ses collègues autour de lui, avec vraiment de l'émotion dans la voix, il dit vous vous rendez compte que vous avez travaillé sur mon modèle. Ça fait 10 ans qu'il faisait le truc, 10 ans qu'il le présentait, etc., mais qu'il trouvait qu'il ne suscitait pas beaucoup l'intérêt. Et là, en fait, parce qu'ils ont trouvé des erreurs dans son modèle en jouant. Parce que bien sûr, il y avait des trucs, ce n'était pas ce qu'il avait imaginé par rapport aux liens, etc., etc. Et donc, c'était très intéressant. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de limite pour moi. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec le jeu. Alors après, je ne dirais pas que… Moi, j'adore cette challenge, j'aime beaucoup l'incertitude. Donc, partir en disant, je ne sais pas du tout ce que je vais inventer, mais on va inventer un truc et on va s'en sortir. Et voilà, et ça donne des super résultats. Voilà, on peut imaginer ce genre de choses. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et donc, il reste du temps pour les questions. Et puis après, ou même en parallèle, si vous prenez un petit moment pour laisser des feedbacks, c'est avec plaisir. Yes, tout à fait. Merci Alexandre. Et puis, du coup, si vous avez des questions, effectivement, je vous invite à lever la main sur Zoom. Ce sera plus facile pour répartir la parole. Il y a des micros qui ont été découpés. Pour PTCE ou Mathieu. Oui, en fait, j'ai un micro que je coupe de manière indirecte sur Zoom, c'est pour ça. Moi, j'avais une question, du coup. Quel est ton plus grand échec sur la gamification ou sur un jeu? Échec. Est-ce que c'est échec? Ouais, échec. Vraiment un échec. Pas quelque chose qui a dévié et qui finalement a débouché sur quelque chose, mais vraiment un échec. Alors je vais partager ce qui ressemble le plus à un échec. Moi j'ai jamais eu des gens qui ne voulaient pas jouer. Alors, donc, parce que ça, je l'entends assez souvent. Moi, j'ai jamais eu ça. Des gens qui ne voulaient pas jouer. Donc, j'ai toujours réussi à les amener à jouer. Un échec, j'ai vu des gens, enfin, dans des groupes, des gens qui ne… Par exemple, quand on fait un jeu qui s'appelle The Product Box, il y a quelqu'un qui a gardé ses mains le long du corps sur sa chaise, mais sous la table. Donc, il n'a pas mis ses mains sur la table, alors qu'il y avait tout un tas de matière sur la table. Donc, il a clairement signalé que lui, il ne voulait pas jouer. Bon, les 5 autres du groupe, ils jouaient, hein, donc il n'y avait pas de souci. Puis, il y avait 6 groupes en parallèle, donc il y avait largement ce qu'il fallait. Est-ce que ça, c'est un échec? Voilà. Après, tu vois, le petit jeu qu'on avait réfléchi sur le petit jeu, là, si 60%, 70%, ça n'a pas marché. Bon, maintenant, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Ça m'est arrivé un jeu où j'avais mal imaginé. Alors, j'ai joué le jeu du Père Noël. Le jeu du Père Noël, c'est on fait la rétrospective du Père Noël. D'accord? Le Père Noël fait sa rétrospective et puis tu prends des cartes, tu es un lutin, tu es un machin, etc. J'ai fait faire ça dans un entrepôt logistique de la boîte à outils. Et en fait, les gens de la logistique, ils ont tous pris leur personnage. C'est-à-dire, parce que de la logistique, ça ressemble beaucoup au travail du Père Noël.
D'accord, des camions qui arrivent, des machins à décharger, des trucs à préparer, des camions à refaire, etc., à envoyer des trucs. Et donc, en fait, là, j'ai vu que le jeu a échoué parce qu'en fait, c'était tellement proche de leur réalité qu'ils n'ont pas réussi à sortir du cadre. C'est-à-dire que c'est le responsable qualité qui a pris la qualité. C'est le mec responsable du transport qui a pris les rênes, etc. Et je ne l'ai pas vu. Et ça, c'est un échec parce que ça a foiré. Hein. Là, ça a foiré. Parce qu'en fait, mon jeu était trop proche de la réalité. Mais je m'en étais pas rendu compte. En amenant le Père Noël, je me dis, je suis peinard. Quoi. Bon. D'accord. Donc, ouais, il faut quand même une certaine distance, pour moi, oui. Pour moi, oui. Que, ouais. Okay. Après, nous avons une question du groupe Concerto. Vas-y, Chris. Est-ce que tu aurais, si tu devais faire ton top 3 des jeux que tu préfères ou qui trouvent se prêtent bien en entreprise, tu dirais quoi? Oh la vache! Oh, j'en ai aucune idée. Ah non, j'en ai franchement aucune idée. Puisque faut que tu me dises pourquoi. Faut que tu me dises qu'est-ce que. Par exemple. Pardon? Que toi, tu aimes jouer. Ah, les jeux que j'aime jouer en entreprise. moi, j'adore toutes les conneries où on bouge ensemble. Mais ça va pas t'aider. Ça va pas vraiment te répondre. Mais toujours pareil. Mais attends, tu choisis un jeu parce que tu as un objectif. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis embêté pour te répondre parce que si moi, mon jeu préféré dans l'enseignement de l'agilité, c'est Artiste et Spécifieur. Bah, parce que je l'ai complètement tuné, je l'ai complètement transformé et je le trouve, voilà, il est utilisable au niveau du top management, au niveau de vraiment, j'ai fait jouer des PDG, j'ai fait jouer des top managers, enfin voilà, à ce jeu. Il est papier-crayon, donc il n'a quasiment pas de matériel et il est redoutable d'efficacité pour montrer les fondamentaux de l'agilité, hors méthode. Voilà, ça c'est de l'apprentissage. Moi, je suis assez peu appelé pour jouer. Moi, je suis assez peu appelé pour jouer dans une entreprise. Parfois, je me trouve dans une équipe et je joue avec l'équipe, mais c'est rarement pour construire quelque chose parce que je ne fais jamais partie de l'équipe. Donc voilà, maintenant, après, ça dépend de ton objectif. Toi, j'ai essayé de donner dans chaque exemple, je vous disais pourquoi on l'a fait. D'accord. Et après, quelle technique on a utilisée. Mais il me faudrait vraiment ça. Je peux pas te donner mes top 3. Quoi. Moi, je cherche un jeu pour une roadmap, pour des axes, pour une direction, en fait. D'ailleurs, tu montrais The Big Payoff, mais justement, c'est un peu trop. Et je chercherais des jeux pour ça, pour permettre à une direction d'organiser une roadmap. Voilà. Permettre à une direction d'organiser une roadmap. Parce qu'ils ne savent pas faire une roadmap aujourd'hui? Non, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Et ils n'en rendent pas compte. Ah, c'est toi qui as posté sur les réseaux? Il y a une question sur LinkedIn ou Twitter, là, sur LinkedIn, sur un jeu comme ça, et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Moi, je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas de réponse. J'en sais rien. Parce qu'on a même proposé, il y a des gens qui ont proposé le Big Payoff, etc. Mais là, par rapport. Non, il y avait un aspect budgétaire aussi, c'est peut-être pas toi. Je ne sais pas, pour la roadmap, si c'est une histoire de priorisation, de choses comme ça, le Business Value Game, c'est un vieux jeu, ça. Hein. Oh là là. C'est un des premiers que j'ai fait de Pascal von Kovenberg. Mais c'est pas tout à fait ça, mais peut-être qu'on peut le tuner. Peut-être qu'on peut le tuner un petit peu dans ton sens. Faire un story mapping avec l'arrivée au boulot, comme ça? Pardon? Un story mapping avec l'arrivée au boulot? Story mapping pour une roadmap? Pour prioriser, peut-être. Oui, pour prioriser, pour avoir un MVP, pour montrer. Voilà. Je sais pas. Toutes les idées sont bonnes. Là, j'ai pas de choses qui me sautent à l'esprit, directement là, pour vraiment apprendre les gens. Si les gens savent pas faire une roadmap, tu peux faire juste un management visuel tout simple. Hein. Mettez dessous tout ce dont vous avez besoin. Identifier, c'est un travail de product owner, hein, identifier tous vos personas, identifier toutes vos idées, et après commencer à structurer, et puis après tu les mets les unes à côté des autres. Quoi. À la limite, tu fais un 20 sur 20 une fois que tu as toutes les idées. Moi, j'avais fait ça chez Total il y a quelques années. 20 sur 20, une priorisation, 20 sur 20. J'avais 50 éléments à prioriser. Et puis, on avait 20 sur 20, tu sais, tu en prends un, tu le mets à un endroit, et puis quand tu en prends un deuxième, tu fais plus ou moins. Puis quand tu prends le troisième, tu fais vraiment plus, vraiment moins, ou entre les deux, etc. Et puis à chaque fois, tu tournes, et les gens à tour de rôle, ils peuvent prendre une nouvelle carte et la placer, ou déplacer une carte existante.
Et comme ça, tu construis petit à petit ta priorisation, mais avec un mode interactif différent. Ça s'appelle le 20 sur 20, c'est un innovation game. Ça ne va pas aider à faire la roadmap, hein, ça va aider à prioriser tout ce qu'ils ont besoin de faire. Mais pour moi, ça peut être une étape dans une roadmap. Question de notre côté. Alors, il y avait Delphine, le groupe de Delphine d'abord, je crois. Merci. Oui, ça va être la dernière question. Bonjour, vous m'entendez? Oui. En fait, moi, ma question, c'était par rapport à la distance, l'animation de réunion et de formation à distance qui s'est imposée à nous cette année dernière et encore un peu maintenant. Je voulais savoir s'il y a des jeux qui se prêtent bien à la distance dans les jeux d'animation de réunion que vous faites avec les entreprises. Quels jeux sont facilement applicables à distance? Alors beaucoup de jeux. Par exemple, Artiste et Spécifieur, je l'ai passé à distance, je n'ai pas envie de le faire. Je le trouve nettement moins efficace. Pourtant, je l'ai passé à distance et j'en suis pas content. Après, il y a des petits jeux rigolos. Un copain m'avait montré ça. Moi, voilà, j'ai fait une formation sur Kanban. Par exemple, il y a aucun problème pour faire un flip the penny game, pour faire le jeu de la variabilité, pour faire des jeux comme ça. Il y a absolument aucun souci. Tu fais au lieu que les gens ils retournent les petites pièces et ils se les passent des uns aux autres. Je ne sais pas si tu connais le penny game, mais c'est un jeu pour voilà, ça va plus vite si les batchs sont petits. Enfin, pardon, je ne vais pas tout expliquer le jeu, tu chercheras sur le net. Mais voilà, le penny game, il n'y a aucun problème pour le mettre en digital, quoi. Ça, c'est super cool et tu fais le même débriefing. Voilà. Des jeux qui font le travail, alors il y a tout ce qui est animation post-it. D'accord, franchement, moi j'utilise Klaxoon, mais voilà, pas parce que c'est le mieux, hein, c'est parce que j'ai pris l'habitude. Et dans Klaxoon, c'est presque, dans certains cas, presque mieux que les post-it parce que tu es sûr de pouvoir relire tout le monde. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais les post-it, c'est un souci. Donc voilà, par contre, tu n'as pas l'interaction quand même, quoi. Tu perds plein de choses dans l'animation. Après, vraiment en jeu, tu vois, avec les 90 personnes là dans l'Agora, on avait fait ce petit jeu, mais qui était plus un petit jeu, voilà, un peu d'inclusion ou des choses comme ça. Voilà, les jeux qui marchent à distance. Ah ouais, l'histoire infinie. L'histoire infinie, avec n'importe quel chat, tu commentes une histoire. Il était une fois, et dans le chat, le mec, il met la suite. Et t'en as un qui fait un lapin. Ok, un lapin. Avec un ours. Ok, avec un ours. Et il lui arrive quoi? Et là, tu vois dans le chat les gens qui rajoutent. Et c'est une histoire infinie. Mais c'est plutôt un jeu d'inclusion, ça aussi. C'est pas vraiment un jeu qui fait le travail, c'est le travail de l'inclusion, c'est comme je disais, c'est sortir de ce que tu faisais avant pour rentrer dans la réunion. Donc ça marche très très bien à distance. Bon, c'est 2-3 idées, hein. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est toujours pareil. Avant de se poser la question du jeu, c'est qu'est-ce que tu as envie d'en faire, quoi. Enfin, quel est l'objectif? Est-ce que c'est de l'apprentissage? Est-ce que c'est de faire une prise de conscience, comme avec le Big Payoff que je vous ai montré dans ce cas-là? Est-ce que c'est de l'inclusion? Est-ce que c'est pour s'intéresser au satané diagramme UML qui donne vraiment pas envie de mettre les mains dedans, quoi. Avec 104 pages d'explications. C'est un tue l'amour. Voilà. Ok. Eh bien, merci Alexandre, merci aux participants. Voilà. Eh ben, parfait. Merci à tout le monde et merci à l'orga aussi. C'est super. Merci. Merci. Ciao. Merci.